Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street, bienvenue sur DailyFX et dans la salle de marché dailyfx.fr. On attend cet après-midi beaucoup de statistiques américaines. À 14h30, les chiffres de l'inflation aux États-Unis au titre du mois de janvier. Et à 14h58, un indicateur avancé industriel, le PMI industriel des États-Unis pour le mois de janvier 2014. Alors, on a 13 minutes devant nous, 13 minutes pour faire le point sur les chiffres publiés la nuit dernière en provenance de Chine. On a de la chance aujourd'hui puisqu'il s'agit du même indicateur, le PMI. On a eu celui de la Chine, celui de la France, celui de l'Allemagne, celui de la zone euro et maintenant, donc cet après-midi, celui des États-Unis. Mais ça, ce sera 14h58 puisqu'avant cela, on attend les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Alors ce matin on a eu justement entre 8h et 9h la publication des chiffres de l'inflation en France pour le mois de janvier, un taux d'inflation qui est ressorti en dessous des attentes, simplement 0,7% pour la croissance des prix, et c'est ce qui a pu impacter l'euro-dollar. En tout cas on a vu le ramener sur support dans un bas de canal, et depuis on a eu une réaction qui est globalement favorable. Alors vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement légal, laissez-moi vous montrer quelques chiffres, quelques graphiques, et puis ensuite on prendra connaissance du chiffre et on fera un panorama global de marché. On va parler des indices, où peuvent-ils aller, puisque hier on a vu, il y a eu un test sur le S&P 500 des sommets historiques. On voit que CAC plafonne sous 4350 et qu'au fond tous les indices sont dans la même situation, mais voilà, il n'y a pas de rejet violent, donc on s'expose toujours, il y a toujours ce scénario de franchissement des résistances majeures qui est possible tant que ce marché ne casse pas de support. On fera un point sur tous ces éléments là. Alors du côté des chiffres économiques, bonjour Benoît, bonjour Daniel 167, image ok, le son pas top, plus fort. Alors si c'est simplement une histoire de parler plus fort, je vais parler plus fort, là ça doit être un peu mieux, on va rapprocher le micro, voilà, et hop, voilà. Là ça doit être beaucoup mieux, voilà, donc là je pense que c'est impeccable. Alors aujourd'hui on attend un certain nombre de données. On va en parler, je vais vous les montrer d'un point de vue graphique et puis surtout on va essayer d'envisager quel pourrait être l'impact pour les marchés. Sur le site tout d'abord, vous l'avez sous les yeux, il y a beaucoup de choses. Je pense que globalement tous les marchés ont été abordés. Il suffit de regarder la page d'accueil, on parle de l'AUD-USD, on parle de l'euro-dollar, on parle du GBP-USD, de l'USD-Yen, donc les 4 grosses paires en dollars, on parle du gaz naturel. Vous avez ici une vidéo qui vous propose un tour d'horizon de la situation économique et de l'allocation d'actifs actuellement sur le marché, un point de vue sur le dollar, sur l'Eurostoxx 50 ou encore sur les chiffres qui ont été publiés hier en Chine, donc analyse technique, analyse fondamentale. Vous avez de la lecture sur le site. Maintenant, concernant les statistiques américaines, il y en a beaucoup. 14h30, les chiffres de l'inflation au titre du mois de janvier 2014. Alors, vous le savez, mais je le rappelle, pour ceux qui peut-être découvrent, les chiffres de l'inflation sont l'indicateur surveillé en priorité par les banques centrales pour déterminer quelle sera à terme l'évolution des taux d'intérêt directeurs et au fond tout le régime des taux d'intérêt sur le marché, sur les marchés financiers. Alors, ce qui avait pu un temps nuire à l'euro, et c'était notamment en novembre et en décembre dernier, c'était justement les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro, puisque justement on s'était rapproché d'un taux de croissance négatif, notamment en Espagne. Et aux États-Unis, c'était plutôt le cas contraire, il y avait une tendance globalement favorable des chiffres de l'inflation. Donc vous les avez sous les yeux, je vais zoomer sur le graphique, vous en avez deux sous les yeux, l'inflation annuelle selon l'indicateur PCE, aujourd'hui on va l'ignorer puisqu'il ne sera pas actualisé, il est publié à la fin du mois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'inflation annuelle, à l'inflation à la consommation, l'indicateur CPI, représenté ici par la courbe rouge, ponctuée de carrés noirs. Alors, ce que vous constatez depuis le mois d'octobre dernier, c'est une accélération de la croissance des prix aux États-Unis. En dernière lecture, donc les chiffres du mois de décembre, on avait un taux d'inflation annuel aux États-Unis de 1,50%. Le consensus, je vous le donne, c'est 1,6%. En clair, donc une accélération du rythme de hausse des prix aux États-Unis. Alors est-ce que cela va se réaliser? Moi j'ai quand même un doute, sachant que les statistiques américaines au mois de janvier étaient plutôt défavorables. Donc en clair, je pense que tout chiffre inférieur à 1,5% pour le taux d'inflation aux États-Unis serait défavorable au dollar américain et favorable à la hausse de l'euro-dollar, de l'AUD-USD ou encore le GBP-USD. Et au contraire, un taux d'inflation qui confirmerait cette tendance positive depuis le mois d'octobre dernier serait favorable au dollar américain. Et vous le savez, de manière générale, ça fait maintenant 3 séances que le dollar américain, on a vu, fait un rebond technique. Donc là, je pense qu'à 14h30, c'est avant tout le Forex qui sera impacté par cette statistique. Vous avez le graphique, on le regardera tout à l'heure, les chiffres tombent à 14h30 et on va donc
Aujourd'hui, organiser ce point de marché par catégorie d'actifs. On va se concentrer sur le Forex, prendre le temps de regarder les 4 paires en dollars, les paires en yens, bref, les paires sur lesquelles j'ai des choses à vous proposer, puis peut-être sur lesquelles vous avez des choses à dire. Et après 14h30, on regarde l'impact, et ensuite on abordera les indices, les matières premières, avec en perspective les chiffres du PMI des États-Unis attendus à 14h58. Alors le PMI c'est important car concrètement parmi les grands indicateurs économiques il s'agit du seul indicateur permettant de se projeter dans ce que pourrait être le niveau de la croissance économique mondiale. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est justement le PMI industriel de la Chine, selon les chiffres officiels, et vous avez vu que depuis le mois d'octobre dernier, c'est plutôt une pente baissière que prend celui de la Chine, sachant que ce qui a impacté négativement, certes légèrement, mais négativement depuis la nuit dernière, les marchés, c'est ce même indicateur, mais proposé par HSBC Market, qui lui est bien ressorti proche du niveau des 48, un plus bas de 7 mois, en tout cas en deçà du niveau des 50. Sauf que voilà qui a raison, les chiffres officiels ou ceux d'HSBC Market, et là honnêtement à vous de vous faire votre propre conviction. Donc c'est cet indicateur que nous attendons pour les États-Unis à 14h58. Abordons le cas des paires en dollars avant les chiffres de l'inflation, et on va se concentrer sur ces 4 actifs pour essayer de comprendre ce que pourrait être la suite des événements. D'un point de vue technique, la situation elle est plutôt claire sur la paire euro-dollar. On a validé un fort support à 1,3480, je vais refaire un peu l'histoire des dernières semaines. 1,3480 c'est un beau niveau, et d'ailleurs félicitations à tous ceux qui l'ont vraiment vu. Il a relancé la hausse et depuis on évolue au sein d'un canal ici journalier en place depuis le 6 février. Puis on a franchi résistance sur résistance. La dernière en date, c'est probablement ce niveau-là des 1,37, 1,3730 $. Il y a eu une réaction négative de l'euro-dollar depuis 2 séances. Alors peut-être dû à ces mauvais indicateurs en provenance de Chine, mais on a eu aussi ce matin des indicateurs avancés qui étaient plutôt décevants en France et en Allemagne. Mais ce qu'on constate sur le graphique de l'euro-dollar, c'est qu'on n'invalide pas la tendance en place depuis début février. Donc jusqu'à preuve du contraire, on continuera de la jouer. Ce matin, la paire euro-dollar a fait un plus bas 1,3685. À peu de choses près, c'est pile poil le bas du canal. Tant que les cours sont dedans, le scénario privilégié, donc un rebond de la paire euro-dollar en direction des 1,38 $. Il est vrai que dans un cas de figure où le canal serait enfoncé et où les 36,50 seraient cassés, et bien à ce moment-là, c'est cette vaste structure d'élargissement sur l'euro-dollar qui pourrait reprendre le dessus. Donc à suivre, mais pour l'instant, c'est plutôt clairement une opportunité ce matin de rentrer long sur la paire euro-dollar, en tout cas du point de vue du rendement risque. Le dollar australien face au dollar américain, alors on vous en parle tous les jours. Pour ma part, je vous en parle aussi pas mal depuis vendredi dernier, tout simplement parce que j'ai une conviction chartiste sur ce marché. La UD-USD, j'ai toujours cette conviction qu'il construit une figure d'inversion de tendance. Alors je ne sais pas si le marché me donnera raison, tout ce que je sais c'est que vous avez un niveau important, j'ai appelé ça en référence aux Jeux Olympiques actuels, une ligne de départ, bon, les 90-85 $, on voit que c'est une résistance d'ailleurs qui a provoqué un rejet des cours ici le 18 février, mais on tient toujours cette espèce d'oblique qui peut concrètement séparer de la tête les deux épaules, l'épaule gauche de la paterne ici et l'épaule droite. Donc on voit qu'on a encore le temps, on peut rester comprimé assez longtemps entre cette oblique et le niveau des 90-86, mais je trouve que l'AUD-USD résiste bien. Il résiste bien au rebond technique du dollar américain depuis le début de la semaine, et puis il a surtout bien résisté aux statistiques domestiques de l'Australie qui étaient plutôt négatives ces dernières séances. Donc l'AUD-USD, tant que ce marché tient ici l'oblique, eh bien je pense toujours qu'on peut revenir tester les 90-86 et aller chercher les 92. Scénario invalidé si les 88-50 sont donc enfoncés. Donc on a encore 4 minutes, on a parlé de l'euro-dollar, on a parlé de l'AUD-USD, parlons maintenant de l'USD-Yen. Alors les paires en Yen, c'est complexe. Hier je vous ai proposé, et je vais être parfaitement transparent, une stratégie d'achat sur repli des paires euro-yen et CHF-yen. Je suis assez exposé sur cette anticipation-là, au même titre que sur les indices, je me suis assez exposé sur l'invitation à vendre les résistances majeures. Sachant que le marché a validé les résistances, mais n'a pas validé mon scénario parce qu'on n'a pas cassé de support. L'euro-yen, l'idée c'était d'acheter un retour sur 140. On voit que c'est assez violent, c'est compliqué, j'aime pas tellement la réaction ici des cours de l'euro-yen.
Le CHF Yen, c'était globalement la même stratégie. Je vais aller le chercher, puis on va se concentrer sur l'USD Yen. L'USD Yen, c'est le leader. Et au fond, l'USD Yen est tellement incertain qu'on peut comprendre l'hésitation globale sur les paires en Yen. Le CHF Yen, c'était probablement plus intéressant que l'Euro Yen, puisqu'on a fait pile poil le cours d'entrée recommandé. On a fait un plus bas à 114,20. Donc on est revenu sur cette partie-là. Maintenant, il y a une mèche. Bon, si vous êtes dans ce marché, si vous en avez la possibilité, stop 0, c'est compliqué. Mais voilà, dans le cas de figure où les indices pourraient rester dans une phase favorable, et où peut-être que le S&P 500 irait chercher les 1850 points, ce qu'il n'a pas fait au fond, il s'en est approché à 2-3 points près, peut toujours avoir ce scénario de rebond. Donc d'une certaine façon, être à l'achat sur le CHF Yen, ça peut être une façon de se couvrir si vous avez peut-être vendu des indices. D'ailleurs, c'est stop 0 pour ceux qui ont pu vendre l'IBEX, et vous êtes normalement en gain d'au moins 200 points. Idem pour le DAX, d'une centaine de points. C'est stop 0. En clair, si le marché revient là-haut, eh bien vous serez sorti avec aucune perte. Et peut-être que être positionné à la hausse sur une de ces paires en yens ou une des paires en dollars permettrait là de profiter d'un mouvement. En tout cas, sur le CHF Yen, apprécie toujours ce mouvement de retour sur les 114. Alors les paires yens, c'est pas compliqué, hein. J'avais essayé un peu de trancher parmi tous les éléments qui pouvaient l'influencer, et c'était franchement difficile. Elles ont toujours été difficiles, et elles le restent. Et puis finalement, c'est l'USD Yen qui vous montre qu'elles sont difficiles, ces paires. Je pense que l'USD Yen construit une formation triangulaire, donc nous sommes ici face à un graphique journalier. L'USD Yen, il est adepte des phases latérales, et j'irais même jusqu'à dire qu'il est adepte des triangles. Il aime bien ça, les triangles, l'USD Yen. Il a fait un gros triangle ici entre le mois de mai 2013 et le mois de novembre 2013. On est sorti par le haut. Bon, bah là, il nous refait quelque chose qui est propre sur le plan chartiste. Et d'ailleurs, si on se projette un peu dans le temps, je dirais que ce qu'on appelle l'apex, le point de convergence de ces deux obliques ici, se situe à la fin du mois de février. En clair, les paires en yens vont sortir de leur léthargie avant la fin du mois. Donc nous sommes le 20, en gros il se passera quelque chose de directionnel avant, d'ici la séance du vendredi 28 février. Et somme toute, on peut s'attendre aussi à la reprise de quelque chose d'assez directionnel sur les indices avant donc le 28 février. Donc là, l'USD Yen peut nous aider sur le timing. Maintenant, il est dans une figure comme ça triangulaire, il en sort par le bas, ce marché ira chercher les 100 yens, qui était mon objectif de rebond depuis la cassure des de baisse, depuis la cassure des 103,70. Et si on en sort par le haut, eh bien on ira chercher les 103,70 et 103,70, je pense qu'il s'agira là d'un bon point de vente, en tout cas ce sera agressif. Et à ce moment-là, je peux imaginer un scénario du type USD Yen sous résistance, mais on interrompt tout de suite, on passe sur l'euro-dollar, on regarde les chiffres et la réaction du marché. Alors, l'euro-dollar, c'est parti. Je vous mets le graphique sous les yeux et je vais tout vous situer. Alors, hop, voilà. J'ai pas l'impression qu'on ait de bouleversement. Voilà, taux d'inflation annuel. Donc les chiffres hebdomadaires du chômage, c'est en ligne. Et le taux d'inflation annuel, c'est parti. Alors j'ai cru voir 1,6, ce serait donc conforme au consensus. Voilà, 1,6, alors ça charge, mais voilà, 1,6 pour le taux d'inflation. Donc, vous l'avez sous les yeux, en clair, au mois de janvier, voilà où se situe, vous avez sous les yeux un point jaune, un cercle jaune. Il s'agit du nouvel incrément pour le taux d'inflation aux États-Unis. Donc, poursuite de l'accélération de la hausse des prix aux États-Unis. Alors, ça va dans le sens, il est vrai, à terme, hein, c'est plutôt quelque chose qui est favorable au dollar, mais en tout cas là c'est pas suffisamment puissant pour inverser le mouvement favorable à la zone euro depuis quelques semaines. Puis n'oubliez pas, derrière tout ce qu'on a derrière nous depuis une semaine, à Mario Draghi en soutien, des indicateurs avancés, des indicateurs de croissance économique favorables aussi à la zone euro, des actions européennes qui sont toujours plus solides que les actions américaines, bref un ensemble de facteurs qui invitent toujours à accompagner la hausse de l'euro-dollar jusqu'à ce qu'on ait atteint une forme de paroxysme des achats. En clair, tant qu'il y a une majorité de vendeurs, et c'était encore ce matin plus de 75% de vendeurs sur ce marché, somme toute il est probable que la hausse se poursuive. Mais donc là, pas de bouleversement, en tout cas du point de vue de la volatilité intraday. Sur l'euro-dollar, le scénario exposé tout à l'heure tient. Dans le canal, on vise un 38. Pas grand chose à dire pour l'instant sur ce marché.
qui, ne l'oublions pas, est quand même dans une structure d'élargissement, donc méfiance. L'AUD USD. Alors l'AUD USD, eh bien pas de nouvelles, si ce n'est que la mèche basse du jour est toujours très intéressante. Donc ça c'est toujours très appréciable. Alors vous avez sur le forum un point intéressant proposé par Romain sur l'once d'or, qui a identifié une structure de congestion intraday en biseau descendant. N'oubliez pas que le biseau est la figure la plus impulsive selon cette lecture, et tant que l'once d'or tient les 1300 dollars, en fait, on peut s'attendre à une envolée, nouvelle impulsion en direction des 1375. Alors, je pense que c'est sur le site, je vais tout de suite aller vous présenter la figure. On va actualiser tout ça, vous allez voir, c'est particulièrement propre. Non, c'est sur le forum. C'est sur le forum, Laure, alors. On va dans le forum, je vais vous montrer le biseau qu'a relevé Romain. Je pense que vous commencez à le percevoir d'ailleurs sur l'horizon de temps journalier. Ça fait, les biseaux, il n'y a rien, c'est aussi puissant hein, que les configurations comme ça en drapeau. Voilà. Alors non, c'est cette figure-là. Donc vous êtes en graphique horaire. Voilà la figure que nous sommes actuellement en train de construire sur l'once d'or. Donc en clair, là maintenant on est en train d'attaquer pile poil le haut de la figure. Donc vraiment à surveiller, tout ça va au chart horaire en données, sur ce métal précieux, puisque si on en sort par le haut, oubliez les pullbacks sur 1290 pour ceux qui ont manqué le train, ça peut repartir assez rapidement. En clair, nous sommes peut-être déjà en train de partir de la gare là. Donc soyez attentifs à ce chart là. C'est vrai que de toute façon, les métaux précieux ont donné des signaux d'achat tellement puissants qu'on peut s'attendre à des phases de consolidation courtes et d'un point de vue chartiste à ce type de figure explosive. Alors si l'once d'or construit une formation en biseau descendant, dans ce cas de figure, la hausse va reprendre de manière très rapide en direction des 1375. Et puis moi je vous rappelle que j'avais donc sur cet indicateur de disparité un objectif de cours situé 7% au-dessus de la moyenne mobile à 145 jours. Donc ce qui confirme toujours un objectif à 1400 $. Autre cas de figure, et là je vais donner de l'espoir à ceux qui ne sont peut-être pas dans ce marché. Dans le cas où nous n'aurions pas de sortie par le haut du biseau, on peut s'attendre à un retour de l'once d'or dans le bas du canal en place depuis le début de l'année. Vous avez une moyenne mobile ici à 145 jours qui est très efficace, qui passe à 1295. Je ne veux pas donner de l'espoir à ceux qui ne sont pas dans la hausse, mais honnêtement, si ce marché, c'est peu probable hein, lorsqu'on regarde l'intraday, et s'il fait une mèche basse sur 1295-1300, honnêtement c'est achat fort, ne vous posez pas de questions. Donc l'once d'or ça sent plutôt bon, mais de manière générale les métaux précieux c'est une de nos convictions les plus fortes depuis le début de l'année. Alors sur l'argent c'est je pense au moins aussi joli, sauf que c'est peut-être pas un biseau mais c'est peut-être plus un fanion. Vous avez un mât vertical et puis là on construit quelque chose de latéral entre 21,95 et 21,30. Ça c'est pareil, c'est une phase de pause qui va durer quelques séances avant une explosion vers 23 $. Et d'ailleurs, on va raisonner en extension, tout simplement. On va projeter la première jambe de hausse. Alors attendez, hop, on va faire ça. On projette la première jambe de hausse au point bas de la conso actuelle. Ce qui vous donne comme objectif 23 $. Et ça, franchement, c'est acquis, quoi. Hein. Bon, j'ai pas le droit de dire ça, quoi, mais c'est vraiment une conviction hyper forte. Mais même 24, franchement, parlons bien, parlons peu, parlons bien. 24 $. Au même titre que les 1450 et 1500 de l'once d'or. Les métaux précieux sont longtemps restés dans des marchés difficiles. Reconnaissons que depuis quelques semaines, s'il y a bien un marché qui est devenu directionnel et limpide, c'est celui des métaux précieux. Donc si vous avez des doutes sur d'autres marchés, notamment sur le marché des actions, bah, vous en avez un là où les questions sont très réduites et la tendance est forte. Donc l'USD Yen est toujours dans une phase triangulaire et j'espère que vous avez tous pu le tracer sur vos graphiques. L'AUD USD, on en a parlé tout à l'heure, la lecture est la même. L'euro dollar, rien de nouveau sous le soleil. Le GBP USD, alors le fameux câble. Alors vous avez, je vais vous redonner le lien vers une analyse très complète. Alors on vous propose actuellement tellement de points qu'elle a déjà disparu du site. Alors je vais aller vous la chercher. En fait c'est tout simple. Vous allez dans l'historique des analyses de Monsieur Romain Cap. Donc vous allez ici dans avis d'analyste. Les analystes d'DailyFX, et elle a été publiée hier soir, donc je vous invite à aller la relire. Et ici donc vous avez GBP USD entre ciel et terre.
En fait, je vais vous expliquer la démarche de Romain. Il est parti de la constatation que deux grandes banques d'investissement avaient des avis opposés. L'une disait, banque française, 1,67, nous passons vendeur à long terme, et l'autre disait, objectif 1,75. Quand même une différence de malade, si vous me permettez l'expression. Et à travers cette analyse, Romain vous apporte les explications graphiques de ces deux scénarios et tente de trancher, ou de vous donner en tout cas les éléments pour trancher. Il s'attaque notamment à différents types d'horizons de temps d'investissement, du trading intraday ou trading long terme. Donc en gros, cette analyse doit vous donner la réponse, que vous soyez investisseur scalper, intraday, long terme, bref, au-delà de l'avis divergent des banques, voilà la clé qu'on vous propose. GBP USD, donc entre ciel et terre, vous avez l'analyse dans la file commentaire. Donc, bon, ne soyez pas déçus, les chiffres de l'inflation, on voit que ça fait pas, il n'y a pas de réaction transcendantale sur le marché, si ce n'est que le dollar, peut-être là déjà, le dollar index, qui est dans une phase de rebond technique, mais on voit qu'elle n'est pas non plus hyper impulsive, au regard de la chute verticale depuis le 3 février. GBP USD tient toujours très bien son support des 66,35, tant qu'il le tient, eh bien c'est bullish. L'euro dollar, tant qu'il tient les 36,50, eh bien, enfin même les 36,80, pardon, on peut viser 38. Et de toute façon, sur ce marché, si vous avez suivi les recommandations d'achat, notamment de Nicolas depuis les 34,80, au niveau actuel des cours, les gains sont assez largement sécurisés. Dans celle qui est peut-être dans les starting blocks, mais bon, c'est pas encore acquis, c'est l'AUD USD. Et pour ça, il faudra franchir 90-86. À la lecture du forum, je sais que certains shortent agressivement 90-86. Moi, ça me confirme dans l'importance de ce niveau. C'est-à-dire que si c'est une résistance shortée, il y a probablement au-dessus de quoi accélérer si on fait quelques pips au-dessus de la résistance. Mais bon, on voit que c'est la frontière entre deux scénarios. Et l'USD Yen, donc toujours dans un triangle. Alors, écoutez, sur le marché des devises, il ne s'est pas passé grand-chose. En tout cas, là, sur la séance du jour. Je vais revenir quand même sur l'USD CAD, puisque l'USD CAD, je vous avais proposé, jour de NFP, nous étions ici le 7 février, une stratégie de vente sur cassure des indices 30. Le marché aura donc fait un plus bas à 1,0909. Je vous avais invité hier d'ailleurs à alléger sérieusement. J'espère que c'est le cas, puisque le marché est donc sorti par le haut d'une compression en biseau descendant, ou a cassé ici cette trendline, et revient maintenant au contact de la résistance des indices 90. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau actuel des cours? Rien en fait. C'est-à-dire que soit hier vous avez acheté la sortie de biseau, soit vous n'y êtes pas. Et quant à vendre, pour vendeur, c'était ici sur cassure de support. Donc les trades sont un peu derrière nous, je pense, sur cette paire. À moins que vous soyez long, dans ces cas-là, vous êtes dans le bon sens. Et vous pouvez réaugmenter les stops au gré du franchissement des résistances. Et je pense que là, votre stop de protection, vous pouvez le remonter à 1,0995. Si vous avez acheté la cassure de la ligne de tendance baissière. Je vais passer en intraday sur les indices. Non, je vais d'abord passer en données hebdomadaires sur les indices. Et ensuite en intraday sur les métaux précieux et sur les indices. On parlera aussi des grosses valeurs qui composent l'indice CAC 40, puisque c'est elles qui font la cotation du CAC. Les titres bancaires notamment BNP Paribas, AXA. On parlera de l'indice des grands pays émergents. Et à 14h58, c'est le clou du spectacle, le PMI industriel des États-Unis. Donc là, je pense que ça va impacter le marché des indices actions. Alors, l'idée, c'est de ne pas vous faire peur lorsque je vous montre ces graphiques de moyen terme. C'est juste un travail d'analyse technique, donc il n'y a pas tellement le choix. Je pense que moi, les marchés actions sont dans des phases latérales. Et qu'on fasse peut-être un excès à 4400, que le S&P aille peut-être chercher 1009, l'Eurostoxx 50 3002. Je pense toujours qu'on est dans des phases latérales qui font la transition entre la tendance haussière en place depuis 2009 et puis une phase de correction qui pour moi a commencé en janvier, mais il s'agissait que de la première jambe. Et donc sur l'Eurostoxx 50, j'ai toujours cette structure ici latérale, et avec ici donc puissante divergence baissière de MACD. Et enfin, je vais m'attarder maintenant sur l'indice Dow Jones industriel. Et vous avez le même type de configuration sur le Dow Jones des transports. Vous savez, à la fin du 19e siècle, Charles Dow il a créé deux indices, le Dow Jones industriel et le Dow des transports. Eh bien, les deux se ressemblent, donc c'est toujours important quand ils se confirment. Donc vous avez sous les yeux le Dow Jones des valeurs industrielles. Alors, on y croit ou on n'y croit pas.
Je pense que ce marché, sous les 16 240 points, construit une figure en épaule, tête-épaule. Et au fond, tant qu'on se situe sous 16 240 points, eh bien je pense qu'à moyen terme se prépare une réplique de la baisse qui a eu lieu entre le 23 janvier et le 5 février. Mais le timing, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et par rapport à ça, si vous avez pu vendre ce marché des indices depuis vendredi dernier, honnêtement, prenez des bénéfices ou stop zéro, puisque tout est encore possible. On va repasser en données journalières. On va essayer de sélectionner les meilleures opportunités. Il y en a un sur lequel vous ne devez pas vous poser de questions, c'est l'IBEX. L'indice espagnol, je n'ai pas l'explication, mais dans le rebond technique, il a été faible. Je ne sais pas pourquoi. Autant le CAC qui tient bien les 4280, 4350. Et donc là, j'ai pu vendre une première fois, d'ailleurs 4333. Autant là, bon, j'y reviendrai pas. Franchement, je n'y toucherai plus à ce marché tant qu'il ne casse pas un support, au moins en données journalières. Donc voilà, pour le CAC, les haussiers peuvent reprendre la main à court terme sans problème. N'oubliez pas, ici vous avez un indicateur qui est pas mal, que vous a monté Adrian, le Disparity Index lié à la moyenne mobile à 200 jours, il est toujours sous une oblique, ici, donc à surveiller. Non, moi je vais revenir sur le DAX et l'IBEX, et puis l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50, je sais que personne n'investit dessus, en tout cas j'imagine que vous, pour la plupart, non. Mais l'IBEX et le DAX, vous pouvez ouvrir des stratégies. Ce que je vous ai conseillé en début de semaine, c'était une vente IBEX sous 10 210 points. Je sais que pour certains, vous avez suivi. Alors entre 10 000, le cours d'entrée au moment où j'ai donné la reco, c'était 10 122 pour être précis. Là, le marché vaut 9 962, ce qui fait à peu de choses près 150 points. Donc, je vous invite à passer en stop 0. Stop 0 ou remonter le stop au-dessus des 10 100 points. Est-ce qu'on est sorti par le bas d'un biseau? Bon, ça en prend la forme. On voit qu'il y a quand même un rejet. Mais ici, je vois qu'on tient une zone horizontale qui se trouve donc à 9900 points, 9920 points. Mais admettez quand même qu'on n'a pas forcément envie d'acheter une configuration graphique de cette nature. Sauf que ce qui est compliqué, c'est que l'IBEX est un peu seul au monde là, dans cette structure un peu moche. L'Eurostoxx 50, hier je disais, et je l'admets, hein, j'étais un peu incisif par rapport à cette anticipation baissière, je disais Eurostoxx 50 vendait 3130 points. Bon, accordez-moi qu'hier on a fait 3131 et que depuis on a perdu une cinquantaine de points. Je pensais ce matin qu'on était en train de casser ici cette oblique. Je suis toujours, comme sur l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, ou encore l'indice Dow Jones des valeurs des transports, dans une structure en épaule, tête-épaule. En clair, au même titre que les 16 240 points du Dow conditionnent mon scénario, et 3130 points de l'Eurostoxx 50 conditionnent mon scénario. Et j'ai toujours sur cette force relative, Eurostoxx 50 au numérateur et Bund au dénominateur, cette structure d'élargissement et cette belle résistance que je vous montrais hier avec là un premier rejet. Donc, le scénario exposé hier se tient, sauf que on n'a pas cassé de support, donc le mot d'ordre, stop 0 ou prise de bénéfice, et en dehors de ce marché si vous n'êtes plus convaincu. Alors pour le marché des indices, c'est globalement ce que j'avais à vous dire. On a encore quelques minutes avant la publication du PMI des États-Unis. En clair, alors pourquoi pas, pour répondre à votre question, actuellement sur CAC DAX, j'ai encore de positions ouvertes à la baisse, avec des stops au-dessus des résistances majeures. Ça, ce sont les miennes, mais le timing c'était clairement hier, parce que j'ai beaucoup insisté, ou encore lundi, vendredi. Aujourd'hui, je n'aurai plus ce type de discours. En tout cas, je ne peux pas vous inviter chaque jour à adopter ce type de stratégie vendeuse, étant donné que l'achat du support à 4300 points était aussi tout à fait intelligent comme stratégie. Mais moi, j'essaie de me projeter sur le moyen terme. Dans l'indice CAC 40, il y a des poids lourds, vous le savez, Total 11%, Sanofi 10%, le secteur bancaire 18%, le secteur banque-assurance, BNP 7%, AXA encore 5%. Je me suis posé la question de la configuration graphique de ces titres. Et honnêtement, vous avez sous les yeux le graphique du titre BNP Paribas à moyen terme. Alors je sais qu'on ne vous propose pas l'investissement sur BNP Paribas, peu importe, on s'en sert là comme un outil d'analyse. BNP Paribas, depuis maintenant quelques années, c'est clairement une résistance majeure à 60 €. Nous sommes ici en données hebdomadaires. J'observe ici qu'en juillet 2010, on a fait une couverture en nuage noir, ici en chandelier japonais.
Ici, ce qu'on pourrait appeler une ligne doji. Et puis enfin, nous avons eu la semaine dernière chandelier japonais qui s'apparente à une shooting star, précisément sous ce niveau des 60. Et on regarde la configuration de ce marché, j'estime toujours probable que même si la tendance haussière de long terme est toujours là, qu'on se replie dans un premier temps dans le bas du canal, ou que ce marché aille chercher au moins les 55 pour pouvoir respirer. L'écart à la moyenne mobile à 200 jours particulièrement prononcé. Alors quand je regarde ça, et c'est pas le seul, parmi les gros poids lourds de cet indice, on peut regarder le titre au total, c'est 11% du CAC. À lui seul, il impacte ce marché. Vous avez ce type de configuration, c'est-à-dire que voilà, vous avez ici à 44,75 € la traduction des 4350 points sur le CAC. Et on a toujours la possibilité d'avoir en données journalières sur le titre total cette configuration triangulaire avec un retour ici dans le bas de la figure, aux alentours des 42 €. Et enfin AXA, premier assureur français, probablement des premiers assureurs mondiaux, qui pèse lui 4 à 5% du CAC 40. Alors voici le titre AXA. Là aussi, il est toujours intéressant de constater que ces valeurs financières ont tendance à sous-performer le CAC depuis quelques séances. Ça fait partie des éléments pour le moyen terme qui me laissent envisager une réplique de la baisse. Sauf que je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Mais voilà, pour les éléments moyen terme, je pense qu'un BNP qui reviendra à 55 ou un AXA qui reviendrait à 19 €, bah, ça peut ramener du CAC 40 à nouveau sur les 4050, les 4100 points. Bien sûr, seul le marché permettra de trancher sur ces scénarios. Alors, 14h48, le chiffre du PMI des États-Unis va tomber dans quelques instants. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous préparer le graphique. On va faire ça en temps réel puisque j'ai toutes les données. Alors, c'est 14h58. Alors, c'est parti. Je vais actualiser mes charts. Bah, attendez, je vais vous le construire immédiatement. Le PMI des États-Unis, comme ça, ce sera plus simple. Alors, accordez-moi une seconde, je fais ça. Je vais mettre à jour le petit fichier Excel, puisqu'on essaye quand même de vous proposer des charts maison, pour que ce soit un peu plus propre et qu'on puisse les travailler ensemble. PMI industriel des États-Unis. L'idée, c'est de raisonner un peu sur la tendance. On sait que la Chine inquiète. On sait que l'économie américaine, en janvier, début février, elle a proposé des indicateurs qui étaient plutôt défavorables. Alors quelle est la tendance que suit justement cet indicateur avancé industriel des États-Unis d'Amérique? Donc je vais vous le présenter, j'ai bientôt fini de faire le chart. Le voici. Allez hop, je vous le montre tout de suite. Laissez-moi, allez, on va se le mettre là-dedans, voilà. Et puis on va essayer aussi de prendre connaissance du consensus du marché. Tiens, regardez, avant que je vous montre ce graphique, il y a actuellement une divergence Dow Jones S&P 500. Alors on voit que le Dow il a chuté sous les 16 240, mais il tient un support ici à 16 000 points. Par contre le SP 500, j'aime bien sa réaction, c'est certain. C'est-à-dire qu'il a tenu un support là, depuis hier en tout cas, à 1820 points. Donc il y a un nouveau range sur le SP 500, c'est 1820 points, 1850, comme le CAC. C'est 4280, 4350. Donc le mot d'ordre du jour, c'est d'attendre de sortir de ces ranges pour choisir le scénario de moyen terme. Alors, le graphique des États-Unis pour le PMI industriel. Donc vous l'avez sous les yeux, c'est toujours le même principe, c'est celui qui est proposé par Markit. Au mois de décembre, on voit qu'il y avait eu quelque chose qui avait été défavorable ici au dollar américain, et qui avait pu d'ailleurs le faire plonger ces dernières semaines. C'était justement l'inversion de la dynamique de cet indicateur avancé. Alors, pour le mois de janvier, alors pour le mois de février 2014, puisque ça c'est le chiffre du mois de janvier, le consensus est situé à 53,2. Donc bon, un léger repli, voilà, là où j'ai positionné le curseur que vous voyez en jaune normalement sur votre écran, voilà où le chiffre est attendu aujourd'hui. Donc il tombe à 14h58 et on verra l'impact sur le marché des indices et sur le marché des actions. Donc on a quelques minutes pour faire ce que je vous avais promis, passer sur l'horizon de temps intraday des indices européens et des métaux précieux pour voir justement dans quelle structure ces marchés sont. Alors, c'est une situation un peu divergente. Lorsque vous voyez le DAX, ça fait vraiment sortie par le bas de son range. D'ailleurs, sur les positions que j'avais pu vous proposer, le DAX a été
de manière surprenante plus rémunérateur. Je vais afficher la position d'ailleurs, elle se trouve là, vous voyez, 124 points sur le DAX, avec cette position proposée vendredi dernier. Donc, là, le stop de protection sur cette stratégie, c'est au-dessus de 1600 points. Car si le DAX réintègre 1600 points, eh bien, il ira probablement rechercher les plus hauts. Et en intraday, ici en données horaires, vous voyez qu'on a formé un support à 9500 points. Donc, en clair, tant que 9005 tient, eh bien, il y a un risque que le précédent range soit repris. Mais donc, il y a une résistance désormais ici à 1595 points sur le DAX en horaire. L'indice CAC 40 est donc lui plus fort. Alors, la position proposée, elle est toujours à 0. On voit hier qu'il a tenté de faire comme le DAX, vous voyez, en cassant les 4000, ce matin, pardon, en cassant les 4305. Mais il les a réintégrés. Donc, il est fatigant, hein, ce CAC 40. En plus, maintenant, il établit un nouveau range, 4280. J'ai envie de dire que maintenant, le support à surveiller, c'est 4277 pour le cadre moyen terme. Au même titre donc que les 9500 points ici de l'indice DAX 30. Donc ça, c'est pour le cadre horaire du CAC et du DAX. Eh bien, Jean-Louis, pour répondre à votre question sur l'opportunité de faire ce type d'investissement, j'ai envie de vous dire patience. Vous verrez cette année. Le S&P 500 en données horaires ressemble au DAX, c'est-à-dire qu'il y avait un range 1834-1843. On a tenté d'en sortir par le haut hier en fin de séance et on l'a réintégré. On en sort par le bas et maintenant c'est le statu quo et on forme un support à 1820 points. Donc, retenez bien les niveaux que je vais vous donner. 1820 le S&P 500, 9600 le DAX, 4280 le CAC 40. Si ces supports tiennent, on peut envisager un nouveau test des plus hauts, voire leur débordement. Si ces trois supports cassent, c'est la réplique baissière. Voilà, donc j'espère que là, ça vous paraît assez carré comme cadrage. On a fait du daily, de l'intraday. Et franchement, mettez votre charte intraday, je les trouve particulièrement propres, moi, sur ces indices, qu'il s'agisse du SP500, du DAX ou du CAC. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'once d'or. Vous avez en effet une configuration ici, alors qui s'apparente à un biseau descendant. On voit d'ailleurs que l'oblique de résistance ici a été testée, mais que les cours n'en sont pas encore sortis par le haut, donc je vais la projeter. Voilà, en clair, tant que ce marché reste ici sous cette oblique, hein, en données horaires, on a un risque, possibilité de revenir chercher les 1295. Rappelez-vous, 1295, belle oblique de soutien en place ici depuis les points bas du début de l'année et surtout depuis cette jambe d'accélération. Donc tout est encore possible sur ce marché à court terme. Alors maintenant, l'argent en intraday, on se posait la question de la configuration chartiste. J'ai tout à l'heure émis l'hypothèse d'une configuration en fanion lorsque je regardais mon graphique en données journalières. C'est en effet possible, bon là franchement c'est peut-être encore un peu tôt, mais c'est possible que l'argent soit en train de construire un espèce de triangle horaire. Ma conviction est que ce marché ira à 23 et à 24. Pour l'intraday, eh bien écoutez, oui, je pense que vous pouvez faire confiance à cette configuration triangulaire. Donc en clair, vous avez un biseau descendant sur l'once d'or, et vous avez un triangle symétrique en données horaires sur l'argent. Lorsque les cours seront sortis, franchement c'est propre l'argent, mât haussier, triangle, et la suite c'est quoi? Je l'ai entendu, vous dites? Oui, j'ai entendu mât haussier. Voilà, concrètement ça pourrait se passer comme ça sur l'argent, tant qu'on tient les 21,30. Si jamais on doit sortir par le bas et casser les 21,30, on viendra sur le précédent point d'accélération haussière, les 20,60. Là c'est achat fort de long terme, mais ce serait une opportunité pour ceux qui ont manqué le train. Mais bon, j'ai quand même la forte intuition que mât haussier, phase latérale dans un triangle et mât haussier. Bref, là je vous livre ma lecture. Donc pour les indices, on voit que pour l'instant ça tient parfaitement bien les supports, donc la liste de supports que je vous ai livré tout à l'heure. Alors il est 14h56, c'est dans 2 minutes que tombent les indicateurs industriels américains, donc je vous ai montré le chart tout à l'heure. Allez, on va prendre connaissance ensemble de chiffres, on regarde l'impact sur le marché. En attendant, je vous reparle du Bund, là aussi prudence. On est dans une phase latérale entre 143 et 144,50. Là on est sur la moyenne mobile à 20 jours. Je ne suis pas certain qu'elle soit capable de relancer la hausse.
J'ai une conviction moyen terme sur ce marché qu'il puisse à terme revenir chercher les 146, mais ça peut durer longtemps, longtemps, longtemps. On peut rester, même revenir ici avant de repartir. En plus, voilà, on a un truc, voilà, on commence à construire quelque chose comme ça. Donc ça peut, regardez ce qu'on peut faire. Ça, en fait, ce qui est possible, ça va être, on peut casser la MM20, revenir chercher ici le bas de la figure et finalement se stabiliser là-dedans. C'est quand même puissant et on voit que c'est un marché qui a bien résisté au rebond des actions. Donc voilà, vous êtes dedans, c'est bien. Stop toujours sous 142,20. Vous n'y êtes pas, on est dans une phase latérale, c'est une pause avant que les hausses reprennent, tant que les 142,20 tiennent, et pour l'instant, patience. Donc là, en daily, vous avez la moyenne mobile à 20 jours qui peut servir de soutien au cours. Donc, voilà pour le cadrage que je pouvais vous proposer. Notez bien, je pense que, tu vois, je m'adresse à Romain, mais Romain a vu un biseau descendant sur l'or en horaire. Là, tu verras que sur l'argent, tu as un triangle. Donc il y a un point commun. Sur les deux métaux précieux, on fait des transitions intraday qui sont propres sur le plan graphique. Donc ça fait pause avant nouveau départ. Alors Virox, je suis sur l'argent, j'ai acheté à 19,66 un peu tard. Alors non, je pense que Virox, à 19,66, tu dois quand même avoir sérieusement le sourire. C'est, je pense, un des meilleurs cours d'entrée possible. Donc J2M nous rappelle qu'il y a à 1306 $ la Kijun Weekly sur le gold. Donc à suivre, probablement un niveau important. Catherine demande pourquoi est-ce que le CAC surperforme le DAX ou pourquoi le DAX sous-performe le CAC depuis hier. Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux marchés, mais c'est sûrement lié à une histoire de composition. Donc, il y a probablement des titres dans le DAX qui décrochent. Alors, salut, pourquoi pas. Bon, pour les indices, on voit que ça tient. Les paires en dollars aussi. Pour l'instant, SP500, 1820 tient. Le DAX, les 9500 points. Le CAC, les 4280. Tant que ça tient, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça tient. Alors, bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, le chiffre, CAC, banque et assurance, tout à fait Jean-Louis. 56,7, c'est plutôt bon. Oui, c'est même plutôt extrêmement bon, puisque le marché attendait 53. Donc laissez-moi vous remontrer le graphique. J'imagine que là, le dollar américain, il n'y a pas de réaction. Bon, ça va soutenir les indices, hein, un bon chiffre américain comme ça. Ça, déjà, c'est certain, quoi. Pourquoi ça va soutenir les indices et donc globalement l'attrait pour le risque? Parce que depuis quelques semaines, on était plutôt déçus par les statistiques américaines. Vous voyez, je vous remonte le chart. Le chiffre sort à 56, nous sommes ici, là. Donc là, je vais compléter mon graphique. On fait un nouveau plus haut de plus d'un an, un plus haut d'1 an et 2 mois sur le PMI industriel des États-Unis. Donc 56,7, donc j'actualiserai mes graphiques. Donc bonne statistique américaine, impact favorable sur les indices actions qui, somme toute, reviennent chercher bien leur sommet, testé donc la veille. Donc élément favorable là pour les indices actions et en fait globalement favorable non pas pour le dollar américain mais pour les actifs risqués. Donc là les indices, et puis on voit que la paire euro-dollar elle tient plutôt bien. La paire euro-dollar tient plutôt bien. On va acheter un œil à l'AUD USD. Bon, il n'y a pas de réaction violente sur l'AUD USD. On va acheter un œil à l'USD Yen. Donc l'USD Yen mèche basse mais toujours dans son triangle symétrique, donc à suivre. Mais les plus belles réactions, en fait la plus belle réaction, c'est l'eurodoll et les indices. Il n'y a pas photo, vous les avez là. Le câble aussi c'est pas mal. Belle réaction sur 66,40. Donc voilà, si on doit faire tout de suite maintenant une sélection des actifs qui réagissent le mieux, le câble sur 66,40, l'eurodoll au-dessus des 1,3680, la UD-USD, l'USD Yen, c'est toujours plus ou moins le statu quo, 1820 sur le SP500, 4280 sur le CAC, 9600 sur le DAX. D'ailleurs on va repasser en intraday, on va les regarder. Et puis les métaux, bon on est toujours dans des phases de range, donc voilà. En tout cas une statistique américaine qui est favorable. Alors l'après-midi elle n'est pas finie, hein, puisqu'à 16 h vous avez l'indice, un indice manufacturier aussi, un indice avancé, qui est proposé donc par donc c'est le Philly Fed, hein, l'indice manufacturier de la réserve fédérale de Philadelphie. Donc c'est une des banques centrales régionales des États-Unis. Ça c'est à 16 h.
Alors, regardez un peu l'impact qu'a le PMI sur les indices. Dites-vous bien qu'à 16 heures, on peut avoir un impact au moins aussi important, hein, sur les indices tout à l'heure. Donc le SP500 va revenir chercher le bas du range d'hier, 1834 points. Donc ça va être important de surveiller la réaction à ce moment-là. Et le DAX, alors c'est vrai, le DAX est le plus faible. Je ne sais pas pourquoi. On voit que le DAX, il a cassé hier la résistance des 9006 en horaire, et là il revient la chercher. Alors que le CAC, lui, s'approche déjà de ses sommets à 4353 points. Donc je pense que là, avec le repli, alors sur la vente DAX, étant donné que je l'ai faite là, c'est stop 0. La vente CAC, c'est terminé quoi. La vente CAC c'était 4333, donc je ne suis plus dans ce marché. Sorti à 0 sur le CAC. Et quant au DAX, eh bien, on laissera le marché décider. Les métaux précieux, il ne se passe rien. Donc si ce n'est que vous avez toujours en construction cette figure triangulaire. Alors les triangles, ça se met en place. On a vu le triangle journalier de l'USD Yen. On voit que sur l'argent et les métaux précieux, il se prépare vraiment quelque chose. Mais en tout cas, voilà, vraiment chiffre américain hyper favorable. C'est toujours assez étonnant de voir à quel point le consensus peut être dans l'erreur. La personne, j'avais regardé, j'avais balayé une sorte d'intervalle de consensus. Et le chiffre le plus favorable que j'avais trouvé, c'était 54. Donc là, on fait quand même 56,7. Donc, les indices tiennent des supports à suivre pour la suite donc des événements. Donc Jean-Louis nous rappelle que le DAX 30 c'est essentiellement des valeurs industrielles, alors que dans le CAC on a beaucoup de valeurs dites financières. Pourquoi pas? Bah oui, forcément, à moins d'avoir acheté en bas. Alors pourquoi pas, pose la question, est-ce que tu retenterais une vente des 4350 sur le CAC? Et bah j'ai envie de dire aujourd'hui non. Non, pas aujourd'hui. J'ai toujours la vente IBEX et DAX dans le marché. Celle du CAC est sortie à 0 puisque je l'avais pris à 4333. Donc j'ai plus que la vente IBEX à 0 et la vente DAX à 0. Donc stop au cours d'entrée mais un peu en dessous pour la petite marge. Hein. Donc à suivre, on verra, c'est le marché qui décidera. De rien. Alors je vois qu'il y a des questions sur les actions. Alors vous pouvez pas donc bien sûr les négocier actuellement en tout cas. Par contre vous pouvez les visualiser d'un point de vue graphique. Alors là on va aller ensemble dans le forum, je vais vous montrer comment faire, c'est tout simple. Vous avez tout en bas de la page d'accueil du forum une section dédiée aux indicateurs personnalisés. Et en fait sur votre plateforme MarketScope, vous pouvez ajouter l'indicateur Yahoo Finance View. Alors c'est tout simple, hein, le lien vous est donné dans le forum, vous l'enregistrez sur votre PC, puis vous l'ajoutez à la liste de vos indicateurs sur votre plateforme, et ça vous permet d'aller chercher la représentation graphique de tout ce qui vous intéresse. Donc ouais, j'ai mis plein de choses, moi j'ai le VIX, j'ai ici par exemple l'indice synthétique des grands pays émergents, je vous l'ai mis sur le site en page d'accueil. Regardez ça, ça peut faire peur. Alors là, d'ailleurs, je vais vous illustrer un peu ce qui s'était passé. Vous savez, hier, je vous en ai parlé, grosse décollecte sur les actions émergentes. Regardez la tendance des grands pays émergents. Donc ça, c'est en données journalières depuis 2011. Là-dedans, vous avez surtout des entreprises russes et chinoises. Il y avait tout le secteur bancaire chinois qui pèse là-dedans. La première capitalisation, c'est China Construction Bank. Vous avez Gazprom aussi, vous avez des titres brésiliens, vous avez Petrobras, ce genre de choses. Vous voyez que c'est plutôt neutre, en fait, depuis 2 ans. Et fortement baissier depuis octobre 2013. Et là, j'ai à nouveau chargé le graphique ce matin et regardez l'impact des indicateurs avancés chinois. Là, c'est plutôt négatif, en tout cas sur les actions émergentes. Et si on doit faire un classement, les plus faibles, c'est les actions émergentes. Au milieu, les actions US. Et les plus fortes, les actions européennes. Enfin, à l'heure actuelle. Mais vous voyez tous ces indicateurs que vous avez sur cette plateforme-là. Et il y a peu de plateformes qui vous proposent ce type d'outils. Alors, hop, on va repasser sur le marché. Ah oui, alors, attendez, je vous ai pas montré où c'était. Je suis pas allé au bout des choses. Donc là, vous êtes dans la section indicateurs. Je vais vous donner le lien. Donc ça se trouve ici. Voilà, Yahoo Finance Chart View. En clair, ça vous permet d'avoir une vue ponctuelle sur un indice. Donc je vous mets le lien ici. Mais attendez, ne vous précipitez pas. Je vous montre comment ça marche. Vous êtes ici, donc téléchargez gratuitement cette application. Vous avez une petite flèche, là vous faites enregistrer sous. Et après vous avez en image la façon dont ça se passe pour ajouter des indicateurs
Alors que vous ne pourrez pas négocier, hein, soyons clairs, vous ne pourrez pas investir dessus. Mais vous pourrez vous en servir pour l'analyse du marché. Ça c'est quand même un peu unique hein, comme outil, donc faites-vous plaisir. Alors, ok. Alors Olmeor me dit avoir acheté l'euro yen et être en gain de 80 pips. J'ai envie de dire, bon, c'est un peu ma façon de me couvrir sur les ventes indices, l'achat d'euro yen et de CHF yen. Alors, bon, je dois l'admettre, c'est plutôt pas mal les mèches basses. J'avais une préférence sur CHF yen. Bon, voilà. J'ai pas forcément eu raison sur les ventes agressives indices, quoique on n'a pas franchi les résistances. Par contre, c'est vrai que les paires en yen, là notamment euro yen et surtout CHF yen, réagissent bien. Donc si vous êtes à l'achat sur ces deux paires là, prenez vos bénéfices ou allégez sérieusement sur les récents plus hauts. Par contre si jamais on franchit, peut-être qu'on peut aller chercher 142, mais bon, moi je serais enfin, je sécuriserai rapidement les gains. En fait, d'une certaine façon, je pense que si vous êtes dans ces mouvements là, encaissez quand vous pouvez encaisser lorsque vous êtes sous résistance, parce que à moyen terme, en fait mon opinion, mais ça c'est une vue je pense qu'on est dans une période où on va bientôt basculer dans une nouvelle tendance de moyen terme, sauf qu'on ne sait pas encore laquelle. Donc d'où l'intérêt de sécuriser les gains lorsque vous êtes comme ça dans des mouvements swing trading hein, sur 24 heures. Alors si l'euro yen, vous avez pu acheter les 139,50, je pense qu'un retour à 140, 50, 141, c'est déjà un objectif de prise de bénéfice. Sur le CHF yen, c'est vrai qu'elle était belle, la mèche sur 114, donc ça reprend. On peut viser 115, les récents plus hauts. Mais il va falloir qu'on les franchisse pour aller chercher les 116. Et pour ma part, 116, c'est là où je chercherai à les vendre. Et puis je me laisserai donc toujours guider par l'USD Yen, qui lui est dans un triangle symétrique parfait, dont les cours ne sortent pas. Pour l'instant en tout cas. Alors Greg, un avis sur le point de vue intraday USD Yen. Alors vous avez le lien, j'irai voir ça plus tard. Je n'ai pas d'opinion sur l'euro CHF, en fait je le suis pas. Idem nous dit le cacao est en train de devenir une valeur de luxe. Je sais pas, je ne suis pas le cacao. Ah ouais. Ouais. D'accord. C'est baissier quoi. Ouais, d'accord. Donc on est en train de faire. Alors j'ai pas le graphique du cacao, mais Nicolas me dit que le cacao est passé de 500 à 100, puis il est remonté à 140. Bon, moi ça fait pas partie des matières premières que je suis, mais vous avez raison de vous intéresser à ça. Hein, et d'ailleurs peut-être qu'avec l'application Yahoo Finance, vous pouvez le charger sur votre plateforme. C'est simple. En gros, si le cacao, vous avez la cotation sur Yahoo Finance, vous pouvez l'ajouter sur votre plateforme MarketScope. Après vous n'avez aucune excuse, mais franchement chargez-la votre plateforme. C'est un bel outil, donc allez-y, chargez-la. J2M pose une grande question existentielle. On va tenter d'y répondre. La question existentielle, je l'annonce à tous, elle est dans la file commentaire. Le pétrole peut-il aller chercher les 110 $? Alors, ça c'est la question, je pense, à 1000 $ à l'heure actuelle. C'est même encore, c'est une question encore plus difficile à répondre que sur le scénario des indices. On va partir des faits. Le pétrole, on vous a proposé de trancher entre deux scénarios, un range 92 100.73 ou un double creux sur 92. On a franchi 100.73. C'est la ligne de coup du double creux. Ok. Alors, si on calcule l'objectif théorique du double creux, ça c'est de la théorie chartiste, hein, attention. On est quand même sur un marché de matières premières qui peut souvent aller ou ignorer ce que dit l'analyse chartiste. Hein. Ça va surtout dépendre des fondamentaux. N'oublions pas que les matières premières, ça ne se travaille pas forcément de la même façon que sur le Forex, où l'analyse technique peut être particulièrement efficace. Mais peu importe. L'objectif théorique, c'est 109, 72. Ok. Là, c'est l'objectif théorique de la figure, avec des cibles intermédiaires à 102,70, 103 c'est fait, et 104,35. Sauf que on avait eu ce type de figure ici en juillet dernier, et le signal d'achat avait été donné le 2 juillet.
Alors un signal d'achat donné le 2 juillet, j'ai envie d'y croire, surtout parce que derrière on a une saisonnalité qui est favorable, la driving season aux États-Unis, et en plus de ça on a eu un événement géopolitique qui nous a aidés. Voilà, on n'est pas à la même période, mais on a un élément géopolitique, on sait là, qui peut éventuellement jouer. D'un point de vue technique, c'est vrai, on a cassé les 100.73, c'est violent, ça ressemble un peu aux métaux précieux d'ailleurs, et là on fait une petite phase latérale. On reste bien intégré dans ce grand chandelier journalier qui a eu lieu entre 100.73 et 103. Donc, tant qu'on tient la moyenne mobile à 200 jours, je pense qu'on peut aller chercher 104,35. Pour ceux qui sont à l'achat, 104,35, c'est un bel objectif de prise de bénéfice. Donc, votre question est de savoir est-ce qu'on peut aller chercher 108. Ma réponse sera je ne sais pas. Mais si votre question avait été est-ce qu'on peut aller chercher 104, j'ai envie de dire c'est probable. D'ailleurs, si vous passez on va passer en 4 heures. Vous voyez, on est en train de faire une espèce de petit truc latéral comme ça là. Alors on peut revenir pullbacker sur 100, mais moi j'ai aussi envie de vous rappeler l'importance du graphique hebdomadaire sur ce marché. C'est-à-dire que les cassures de part et d'autre des 100, elles sont très pertinentes lorsqu'elles sont validées le vendredi soir. Regardez, là vous avez le chart hebdomadaire. Donc on avait cassé à la hausse les 100 $ cette semaine de février 2012, envolé. On les casse à la baisse en avril 2012, chute. On les casse à la hausse en juillet 2013, envolé. Donc la clôture de demain elle sera importante et à ce moment-là peut-être qu'on pourra aller chercher les 104,35. Moi je viserais pas forcément au-delà. J'avais utilisé d'ailleurs ce disparity index à la moyenne mobile à 200 jours que vous voyez ici, vous avez l'écart relatif. Et en fait, ouais, alors on peut éventuellement viser ce niveau-là, ça fait 6% au-dessus. Elle passe à 99, alors voilà, ça nous emmène entre 104,50 et 105,106. Je pense qu'en effet, on peut viser ce type de move tant que vous avez vos 100,73 qui tiennent. Et surtout, ici, vous avez une belle oblique de support maintenant, ici, qui passe sur le pétrole. En données journalières, hein, vous pouvez tracer le canal comme ça. La ligne de canal, la parallèle, et c'est vrai qu'on a quand même un beau move, hein, de toute façon, voilà, on a cassé les 100,73, donc ça va suivre son cours, quoi. Non, en fait, Rocky X, non, en fait, là, pour l'once d'or, la 145, c'est uniquement parce qu'elle avait bien fonctionné, mais de manière générale, je mettrais souvent la 200 sur les graphiques long terme. Alors, donc visiteur, comment puis-je télécharger Strong Week? Alors, vous avez les réponses dans la section dont je vous ai donné le lien tout à l'heure. Voilà, indicateur application personnalisée et vous avez une section, sous-section, qui est justement dédiée à ça, à Strong Week. Alors où est-ce que c'est? Bon, là, je vous laisse vous balader là-dedans. Un forum, c'est aussi un peu pour fouiller. Et tout se trouve dans cette section. Voilà, vous avez le lien. Hop. Voilà, c'est posté. Bon, voilà, sur les indices, c'est encore le statu quo. Voilà. Je regarde vite fait d'autres marchés. Les métaux, c'est une phase de transition latérale. Alors sur l'argent, c'est vrai que si on casse 21,30 et qu'on refait un pullback sur 20,60, vous aurez là une super opportunité, quoi. Ce qui compte, c'est les cibles long terme. 23, 24, 1400, 1500. L'USD4 c'est boule, l'euro yen c'est joli, le CHF yen. USD CHF, je n'ai rien à vous livrer sur ce marché. L'euro GBP ça tient toujours 81,50, je pense qu'on est toujours dans un range 81,50, 83,50. Voilà, concrètement, on a fait le tour des actifs sur lesquels je souhaitais m'exprimer. Quel est votre avis car vous n'avez rien publié ce matin? Alors si Lulu18, il y a eu des analyses ce matin sur le site, hein. Faut peut-être juste l'actualiser, regardez.
actualiser la page. Il y a plein d'analyses hein, depuis ce matin. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, merci de votre attention. Donc la session est finie. À 16 h, vous avez des chiffres. Donc le Philly Fed, l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie. Donc ça va impacter les marchés, notamment les indices. On a eu des statistiques américaines qui étaient plutôt très bonnes. On voit que ça permet aux indices de tenir les supports, franchit pas encore les résistances, donc prudence. Et puis les paires en dollars, ça tient toujours bien. Belle réaction d'euro-yen, CHF-yen, USD-yen, c'est toujours un triangle. Voilà, pensez quand même à sécuriser des gains dans le cadre de mouvements courts pour accroître donc le capital. Voilà, merci à tous. Et puis je vous retrouve donc demain de vive voix à la même heure, 14h15, pour les chiffres de l'inflation. Cette fois-ci au Canada. Et on aura le temps de reparler de l'USD CAD et de toutes les paires en dollars canadiens. Merci à tous et à demain. Okay. So you don't have the number before.